moi, effectivement, on m'aurait dit que le Vendée Globe serait devenu ça 40 ans plus tard, alors qu'on était dans ce bar à Sydney. J'aurais dit, non, là, vous déconnez, c'est pas possible, quoi. Je l'aurais jamais cru. On va pas casser, on va être blessé, on va tenir le choc. Bon, c'est l'inconnu, quoi. L'aventure, la difficile aventure, c'est aller vers l'inconnu. Donc ça existe toujours. Qu'on soit à 10 nœuds ou à 30 nœuds, ça existe toujours. Philippe Gentot, bonjour. Bonjour. La dernière fois que je vous ai rencontré, j'avais 25 ans, j'étais stagiaire à Ouest France. C'était lors du Vendée Globe 2000. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui parce que je voudrais vous poser une question. Lorsque j'étais en Australie, on m'a raconté une soirée dans un bar à Sydney. On m'a dit que c'était pendant le Book Challenge qui est née l'idée du Vendée Globe. C'est vrai ou pas? C'est tout à fait vrai, oui. Et effectivement, j'étais dans un... Donc, alors, c'était la deuxième édition du Book Challenge. Et on était en escale donc, à Sydney. Et moi, j'étais donc... Bon, parce que comme je vous disais, donc, les skippers étaient très, très liés entre eux, très copains. Et donc, on faisait une soirée avec deux copains, Guy Bernardin, qui est un franco-américain, et Bertie Reed, qui est un sud-africain. Et tous les trois, on en était à notre deuxième boc déjà. Donc on avait déjà quand même connu un premier tour du monde. Et on était dans un deuxième tour du monde à mi-parcours à Sydney. Et donc on était dans un bar, effectivement. On a peut-être un petit peu abusé sur la bière. Mais bon, c'était bon. Mais on était tous dans la philosophie moitessier. C'est-à-dire, on se disait, un solitaire autour du monde. Bon, les escales durent à peu près, enfin, les étapes durent à peu près une trentaine de jours. Au bout de 30 jours, on sent que plus le temps passe, mieux on est sur le bateau. C'est-à-dire qu'il y a une communion qui se crée entre l'homme, le bateau et la mer, qui va grandissant au fur et à mesure du temps. Et d'un seul coup, pof, vous arrivez à l'escale, tout s'arrête. Vous allez à l'hôtel, vous allez au restaurant, vous travaillez sur le bateau, il y a des gens... Bon. Et tout s'arrête. Et 3 semaines, un mois plus tard, vous redémarrez en course. Et là, tout est à reconstruire. Parce que vous avez perdu votre habitude de sommeil, la communion avec le bateau, elle ne se fait plus bien. Vous avez peut-être aussi un peu trop fait la fête. Non, mais il faut tout reconstruire. Ouais. Oui, bon, il y a ça, mais enfin bon. Enfin, je parle de ça, je n'étais pas née, mais on m'a dit, c'est pas vrai, j'étais née. Non, mais on bon, m'a dit que les escales étaient des moments terriblement épiques, c'est-à-dire que c'était la fête, c'était une manière de naviguer qui était très compétitive à la fois, mais un peu différente, un peu très bonne franquette à la fois. On était des copains, Alors, c'est moins le cas maintenant, je pense, quoi, parce que bon, l'intérêt de la compétition, il a changé. Et donc, on était donc dans ce bar, en train de refaire le monde, en train de se dire, oui, bon, c'est dommage quand même de s'arrêter. Et en plus, à l'escale, il y a des gens qui sont riches et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'un mec qui a de l'argent, il va mettre des voiles neuves, il va changer ses cordages, il va avoir des équipiers qui vont aider, etc. Et le mec qui n'a pas un rond, il recoue ses voiles, etc. Donc tout le monde ne repart pas sur un même pied d'égalité. Et on s'est dit, pour vraiment voir la valeur du marin, il ne faut plus s'arrêter. Mais on était un peu éméchés, quoi. Et on s'est dit, ouais, tout à fait, moitessier, etc. Alors, Bertie Reed n'avait pas lu moitessier, parce que c'est un Sud-Africain, mais Bernardin l'avait lu. Et donc, on s'est dit, voilà, dans l'esprit de moitessier. Et moi, je leur dis, allez, chiche les gars, on en fait un tous les trois, on le fait sans escale, sans assistance. Et on s'est tapé dans la main. Et là, des marins qui se tapent dans la main, c'est mieux qu'un contrat. Hein. C'est-à-dire que là, la parole elle est donnée, il dit, ok, on fait le tour du monde tous les trois, sans escale, sans assistance. Et voilà. C'est-à-dire que vous organisez et à la fois non, là, on était 3 copains. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien. C'était 3 copains, comme vous diriez, par exemple, tiens, dimanche, on va se faire un semi-marathon dans le bois des Olonnes, quoi, par exemple. Quoi. C'était ça, en fait. Hein. C'était 3 copains, on va se tirer la bourre pendant X mois, mais c'est tout. Bon, il n'y a pas de médias, il n'y a rien. Puis à l'arrivée, le premier, il paye une bière au deuxième et au troisième, quoi. C'était tout, quoi. Il n'y avait pas de coupe, il n'y avait rien. Et c'était ça, quoi. Et bon, on est parti là-dessus.
Et donc, la course se termine. Donc, on part de Sydney, on se fait escale à Rio. Et à Rio, on arrive à Newport. Et là, je gagne encore une fois la course, quoi. Et conférence de presse. Et le mec, le journaliste, il me dit, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, avant, j'avais quand même parlé au Crédit Agricole, quoi. Le patron du Crédit Agricole, il était là. Je lui ai dit, écoutez, bon, j'ai envie de repartir, mais avec un nouveau bateau, et on fait un tour de monde sur l'escale. Est-ce que vous me suivez ou pas? Il me dit, ok, banco, on y va. Bon, ça s'est fait en 2 minutes, hein, dans un coin de restaurant, quoi. Et donc, avec le grand patron du Crédit Agricole, quoi, qui était venu à l'arrivée. Et moi, je suis à la conférence de... Enfin, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ah bah, écoutez, avec mes 2 copains, là, on s'est lancé un défi, un tour du monde en solitaire sur les escales. Et alors là, ça a été un froid. Et alors, attends, ils sont complètement malades, ces mecs, parce qu'ils viennent de se taper 8 mois en mer, et tout ce qu'ils pensent, c'est de repartir, mais cette fois, encore plus dur sur les escales. Et bon, voilà, bon, c'était comme ça, quoi. Mais là, à l'époque, hein, moi, on passait pour des fous furieux, quoi. C'est pas possible, on va pas y arriver, etc. Bon. Et moi, je retrouve Sable d'Olonne. Bon, là, super accueil, etc. Bon. Et le temps passe. Et moi, j'étais en train de préparer les plans de mon nouveau bateau, Crédit Agricole 4. Et les coureurs commencent à m'appeler. Alors, les Amazou, les Poupons, les Terlin, etc. Bon, Philippe, ta course, non, vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est entre 3 copains, c'est 3 et c'est rien d'autre. Et ils m'ont tanné. Et un jour, j'ai fini par dire oui. Et donc, je dis, bon, ok, bon, vous n'avez qu'à venir, ouais, bon, faites chier, mais bon. Et donc, on s'est retrouvé un paquet, quoi. Et là, le ministre des Sports, qui était à l'époque Jean-François Lamour, parce qu'il y avait eu la route du Rhum dans laquelle Alain Collat avait disparu, et l'armée française avait mis des gros moyens pour le repérer, pour essayer de le retrouver. Et Lamour, il me dit, Philippe, il n'est pas question que cette course parte s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas des moyens de sécurité. Mais je dis, attendez, les moyens de sécurité, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas affréter un bateau pour suivre des bateaux, quoi. Donc, il dit, non, mais il faut un PC course, il faut de la sécurité, il faut de la communication, il faut des balises à gauche. Je dis, attendez, mais ça va coûter une fortune, tout ça, quoi. Non, mais la course, ça ne partira pas. Et en mon fort intérieur, je dis, j'en ai rien à foutre, on va partir d'Angleterre, on va partir d'Espagne, on ne va pas partir de France. Et puis le ministre des Sports, il n'a rien à dire, quoi. Et puis finalement, eh ben, je me suis fait prendre au jeu et j'ai cherché des sponsors. Et là, ça m'a épuisé parce qu'en même temps, je construisais mon bateau, en même temps, je cherchais des sponsors. Et je faisais des allers-retours des Sables Paris 2 fois par semaine pour aller démarcher des boîtes, pour aller leur vendre le projet. Mais à l'époque, les journalistes, ils disaient, mais c'est du suicide. Ils sont fous furieux, ces mecs, quoi. Mais ça l'était aussi, Philippe. À l'époque, c'était terriblement dangereux. Vous endossiez dans aussi l'esprit des gens qui connaissent rien, oui. Mais dans l'esprit des J'en marins... fais partie, tout à fait. Dans l'esprit des marins, attendez, là, on était 3 marins qui avions quand même bouclé 2 tours du monde en solitaire. Oui. Bon, avec escale, d'accord, mais enfin bon, quand même, on est allé quand même à la mer du Sud. Le Cap Horn, on l'a passé quand même. Des raclés, on en a pris un paquet quand même, quoi. Donc on n'était quand même pas, enfin, on savait de quoi on parlait, quoi. Bon, c'est vrai que ça restait dangereux quand même, quoi. Il ne faut pas se le cacher, quoi. C'était pas la croisière s'amuse, hein, donc c'était quand même un truc... Bon. C'était sérieux. Et finalement, vous étiez combien sur la ligne de départ? 13. 13 sur le premier Vendée Globe? 13 au premier Vendée Globe. Mais alors, tous les marins du premier Vendée Globe, c'était que des marins qui avaient quand même un sacré palmarès, quoi. C'est pas des mecs qui arrivaient... Parce que moi, quand j'ai organisé le Vendée Globe après, moi, j'ai eu des demandes de candidature, des mecs qui avaient 20... Parce que évidemment, mettre sur sa carte de visite, filer le Vendée Globe, le mec, tout de suite, ça le rehaussait, quoi. J'ai eu des mecs, ils m'envoyaient des dossiers d'inscription. Qu'est-ce que ça fait comme... Ah, ben, j'ai fait la course du Figaro. Je dis, attends, la course du Figaro, tu sais ce que c'est la course du Figaro? C'est le golfe de Gascogne, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Là, on parle des mers du Sud, là, c'est pas pareil, quoi. Tu connais les mers du Sud? Tu connais les vagues qui font 10 mètres de haut, les dépressions qui se succèdent? Non, ben, ouais, écoute, apprends, et après, tu viendras. Et moi, j'ai refusé plein de mecs, parce que justement, ils voulaient... Bon, alors que dans le premier Vendée Globe, là, tous les mecs, c'était des mecs qui étaient déjà des tours du mondistes, hein, qui avaient fait des tours du monde en équipage, en solo, etc. Donc, c'était pas des gamins, quoi. Enfin, c'était pas des gamins. Et il y avait 13 concurrents au départ. Alors, il y a Philippe Poupon, bon, qui a chaviré
au large de Cape Town. Bon, lui, il a abandonné. Bertie Reed, donc le concurrent sud-africain, il a pété son safran pas loin de l'Afrique du Sud, donc il est rentré en Afrique du Sud, donc il a abandonné. Mais sinon, on a été... Et c'est cette année-là que Loïc Perron, oui, il a eu une compensation, c'est lui qui a sauvé Poupon. Oui, enfin sauvé, oui, il l'a aidé. Il l'a aidé. Oui, c'était cette année-là, oui. C'était le premier Vendée Globe, oui. Et Titouan Lamazou vous a coiffé au poteau? Je crois que lors du premier Vendée Globe, ça a été assez serré, malgré tout, à l'arrivée. C'était un long tour du monde. À l'époque, c'était combien de jours? Je sais plus. Moi, j'ai mis, de mémoire, 114 jours. Ah mais oui. non, mais moi, j'avais perdu la course la première nuit. Hein. Ah oui. En partant du Stade de Londres, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce vent d'est qu'il y avait, il faisait un froid, mais ça gelait. Hein. Vous étiez là, non? Ah non, mais là, vous en parlez au Sablé. Il faisait un froid pas possible. Et on s'est tapé tout le Gascogne, ce qui n'arrive jamais avec des vents d'est. Donc on était au portant et on déboulait plein pot dans tout le golfe de Gascogne, quoi. Et moi, au large de la Corogne, la pièce qui relie la baume et le mât, ce qu'on appelle le vide-mulet, a cassé. Et la baume s'est retrouvée sur le pont. Et donc là, plus de grand voile. Il a fallu que soit je revenais, mais bon, là, c'était pas la peine, soit je réparais avec les moyens du bord et je continuais. Mais j'ai quand même mis presque une journée à refabriquer ma pièce, quoi. Et pendant une journée, j'ai continué sous génois. Et j'avais plus de grand voile. Et là, je me suis fait larguer. Je me suis dit, bon, ben, ça va, le tour du monde, c'est long, je vais pouvoir rattraper. Et donc bon, il y a un groupe qui est parti devant. Après, il y a eu donc, le passage, donc, il y a eu le passage un petit peu avant le Poteau-Noir, il y avait l'anticyclone. Les gars sont passés, moi je me suis fait bloquer, donc passage à niveau. On arrive à l'équateur, le Poteau-Noir. Les mecs, le groupe de tête, ils étaient 3 ou 4, ils passent comme des fusées. Moi je suis planté pendant 2 jours, je n'avance pas. Après l'anticyclone de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, pareil, les mecs qui sont passés, l'anticyclone il s'est déplacé, boum, je me retrouve dans les cannes, replanté pendant 2 jours. Mais 2 jours pendant lesquels vous marchez à 2 nœuds, quoi. Tu vois. Et pendant que les mecs, ils marchent à 10 nœuds. Et j'arrive dans les 40e, j'avais 1000 milles de retard sur le premier. 1000 milles de retard. C'est irrattrapable. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est cuit, quoi. Et moi, j'étais quand même parti, j'avais un bateau pour la gagne, quoi. Et je me suis dit, c'est râpé, quoi. Je ne pourrais jamais gagner. Et alors, c'est vrai que c'était quand même une sacrée déception, quoi, parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est un rêve. Et puis, je me suis dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que, bon, tu ne vas pas gagner, ok, mais ce n'est pas le plus important. Ça fait depuis que tu es gamin que tu rêves d'un tour du monde en solitaire, alors bon, sans escale, tu es en train de le vivre et tu es en train de tout gâcher parce que tu n'es pas dans un groupe de tête. Non, ça va. Je me parlais à moi-même et je me dis, arrête de déconner, oublie la course et fais ton parcours. Et j'ai dit, ok, d'accord. J'ai coupé la radio. Pendant 10 jours, je n'ai pas appelé le PC Course. Je ne voulais rien savoir. Et moi, je me suis mis à fond dans mon bateau. Et là, j'ai rattrapé 600 000. Entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn, j'ai rattrapé 600 000 au premier. Et en me disant, je fais mon aventure, je me bagarre avec mon bateau, j'essaye d'être le meilleur possible, etc., d'être le plus vite possible. Je me fais plaisir et je vais être fier de mon sillage. Voilà. Je vais être fier à l'arrivée, je vais être fier de mon histoire. Et le classement, je ne veux plus entendre parler. Et j'ai repris 600 000. Et je me suis dit, peut-être que, tiens, à la remontée, je vais peut-être pouvoir en baiser un ou deux. Enfin, excusez-moi. Et en fait, non. Il y a eu des passages à niveau encore au large du Brésil et tout ça. Et j'ai fini 4e. Mais la course, Mais Philippe, vous finissez 4e alors que vous êtes concurrent, mais aussi organisateur de la course. C'est quand même, au moment où vous partez, c'est une immense... Enfin, j'imagine qu'on est toujours avant un départ de course. J'imagine qu'on est inquiet, qu'on est anxieux un peu. Mais là, vous avez toute l'orga sur le dos et vous arrivez quand même à récupérer. C'est fou, ça. Mais vous n'allez pas me croire, mais quand je suis parti, parce que moi, la course, bon, les sponsors, ils m'ont dit, non, c'est un truc de folie, etc. Et après, ils m'ont donné un accord de principe. Le premier qui a payé, la course était partie depuis une semaine. En fait, c'était, comme on dit, one shot, quoi. C'est-à-dire que c'était une course. Donc, moi, je voulais faire cette course. Elle n'existait pas. J'ai dit, bon, je vais la créer. Donc, j'ai créé la course, je l'ai faite. Moi, je franchis la ligne d'arrivée. Je dis, bon, non, terminé. Moi, je ne vais plus entendre parler de ça, quoi.
Et c'est des sponsors, alors Louis Guédon, De Villiers et les autres qui m'ont dit, Philippe, il faut refaire dans ça dans 4 ans. Je dis, oh non, 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 non. Je dis, non, non. Moi, je ne suis pas un organisateur de course, moi, je suis un marin, je retourne sur mon bateau, je vais naviguer, quoi. Et pareil, bon, ils m'ont bassiné, etc. Et j'ai fini par dire oui. Deux idées qui sont la vôtre, au début, la sienne de suivre, génial, et nous, aujourd'hui, des centaines de milliers qui profitons de cette course sur les pontons grâce à vous tous de ces temps-là. Merci infiniment. Moi, effectivement, on m'aurait dit que le Vendée Globe serait devenu 40 ans plus tard, alors qu'on était dans ce bar à Sydney. J'aurais dit, non, là, vous déconnez, là, c'est pas possible, quoi. Je l'aurais jamais cru.